Et oui, pendant que les parents, quand il y en a, sont conduits à la DGSI, puis le plus souvent en prison, un médecin examine les enfants pour déterminer s'ils doivent être hospitalisés ou non. Ils sont ensuite placés dans une famille d'accueil, des familles volontaires de l'aide sociale à l'enfance, avec un principe, ne pas séparer les fratries. On leur désigne un avocat propre pour ne pas mélanger les intérêts des enfants et ceux de leurs parents ou de leurs grands-parents. Ils font aussi l'objet d'un bilan somatique et psychologique. Et ils arrivent dans quel état généralement ? Eh bien, dans un état de santé globalement correct, mais ils font notamment des cauchemars au début. Maître Josine Bitton représente plusieurs de ces enfants. Il y a une constante chez eux, ce sont des traumatismes liés aux ruptures successives, des craintes d'arrachement, des cauchemars. Je sais pas, un bruit un peu vif va les faire sursauter, un pull qu'on enlève va parfois les faire crier parce qu'ils se retrouvent dans le noir. Enfin voilà, de multiples craintes qui vont s'estampant avec le retour à une vie plus apaisée, plus ordinaire. Ces enfants restent très suivis. Un rendez-vous toutes les 2 semaines minimum avec des psychologues et des pédopsychiatres. Les éducateurs spécialisés, eux, rendent un rapport au juge tous les 2-3 mois, ce qui est beaucoup. Les premiers enfants sont rentrés il y a 2 ans et avec ce début de recul, les professionnels constatent que leurs traumatismes ne sont pas forcément plus importants que ceux des enfants suivis traditionnellement par les services sociaux. Mais Salomé, les enfants qui rentrent de Syrie, ils ont des grands-parents, des oncles, des tantes qui vivent en France et qui réclament leur garde. Sauf que les obstacles sont nombreux. D'abord, la question de l'état civil pour les enfants qui sont nés là-bas et qui n'existent pas officiellement en France. On leur donne une identité provisoire, puis on fait des tests de filiation. C'est très long, mais comme certains djihadistes avaient plusieurs femmes et des enfants qui ont grandi tous ensemble, il ne s'agit pas de les confier à des grands-parents qui ne sont pas les leurs. On aura les premiers résultats de ces tests à l'automne prochain. Comment on sait si l'entourage est radicalisé ou pas ? Et c'est toute la question au sujet des parents rentrés, mais aussi des grands-parents. Comment ont-ils réagi au moment du départ en Syrie ? Il y a des mesures d'investigation éducative qui sont menées par la protection judiciaire de la jeunesse auprès de tous ceux qui réclament la garde des enfants. Un regard croisé des éducateurs, des psychiatres, des assistantes sociales pendant plusieurs mois. Que détaille Thierry Baranger, le président du tribunal pour enfants de Bobigny. Ce qu'ils cherchent à comprendre, c'est un petit peu quelles sont leurs valeurs éducatives et si les enfants seront élevés dans le monde commun, le monde d'ici. Il faut évaluer s'ils peuvent protéger les petits-enfants et ne pas tout concentrer sur les parents incarcérés, ce qui n'est pas forcément facile. Est-ce qu'ils vont accepter aussi qu'il y ait toujours une intervention éducative ? Ça ne peut pas se faire immédiatement. Et pour l'instant, la quasi-totalité des enfants sont encore en famille d'accueil. Seule une dizaine a été confiée à des proches, parents ou grands-parents. Et Salomé, vous avez pu, et c'est très exceptionnel, rencontrer une jeune femme rentrée de Syrie qui a retrouvé la garde de sa fille. Et oui, Soraya, 24 ans, qui est donc passée par tout le protocole que je viens de décrire. Elle a fui le groupe État islamique juste après la naissance de sa fille. Retour en France fin 2016. Elle attend son procès sous contrôle judiciaire, mais a donc récupéré la garde de son enfant il y a quelques mois. La fillette n'a que 3 ans, mais Soraya réfléchit déjà avec une psychologue et une assistante sociale à comment lui raconter toute cette histoire. Déjà, en fait, elle m'aide à accepter moi-même mon histoire pour ensuite la raconter à ma fille. Et oui, elle m'a conseillé en fait de prendre le temps, en fait, en gros, qu'il n'y ait pas de gêne. Est-ce que vous lui en avez déjà parlé ? Oui, petit à petit. Enfin, je lui raconte que forcément, elle n'est pas née ici, qu'elle n'a pas grandi comme les autres enfants, qu'elle aura bientôt une autorisation pour aller voir son père en prison. Ça m'inquiète toujours comment elle va réagir. Vous avez peur de quoi ? J'ai peur qu'elle le prenne mal et qu'elle se braque ou qu'on la mette à part, qu'on la traite pas comme tous les autres enfants. Comment vous le qualifieriez si elle vous demande ? Que c'est mon histoire et que je dois l'accepter et que oui, c'est une erreur, mais je dois vivre avec en fait. C'est une erreur pour vous ? Oui. Ah oui, c'est une grosse erreur. Dormir là-bas. Alors la voix a été modifiée, Nikos, comme vous l'avez noté, pour préserver son anonymat. Des enfants comme Soumaya, il y en a plusieurs dizaines dans les camps au Kurdistan syrien. L'immense majorité a moins de 6 ans. Tous les professionnels estiment qu'il faut en finir avec le fantasme que ce sont des bombes à retardement, que le vrai danger, c'est de les laisser là-bas. Merci Salomé Legrand pour cette enquête et ces témoignages très forts et très rares. C'était Europe 1 va plus loin.